Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner un nouvel update lecture. Il y aura 4 romans et 2 graphiques. C'est parti pour un nouvel update. Comme d'habitude, je vais commencer avec les graphiques. Les 2 graphiques que je vais vous présenter sont des petits coups de cœur. Ça a été de vraies découvertes. C'est 2 livres qu'on m'avait recommandés. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir découvert ces livres. Le premier, il s'agit de Légende de la Garde de David Peterson, automne 1152 chez Gallimard. C'est un ouvrage qui a l'air assez jeunesse, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'on va suivre en fait des souris qui font partie d'une garde, donc voilà, les légendes de la garde, qui font partie d'une garde, et il y a toute une histoire avec une forteresse qu'il faut défendre, et quel est le rôle de ces souris dans cette forteresse, auprès de cette forteresse, comment se passe leur organisme. Il y a évidemment des bons et des méchants, on va dire, c'est assez manichéen comme système, mais voilà, c'était hyper beau, les dessins, moi j'ai beaucoup aimé les dessins, que j'ai trouvé vraiment très poétiques, et l'histoire était vraiment très chouette, et je dis qu'elle n'est pas si jeunesse que ça, parce que quand même si ça reste des souris, et qu'on est sur de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que vraiment, les souris ont des fonctionnements assez humains, et il y a quelque chose d'assez dur en fait dans l'histoire de ces personnages. Et puis il y a il y a des souris qui meurent hein, quand même. Hein, c'est un peu raide. Bon après ça se lit, mais voilà, pas tout petit. J'ai énormément aimé. C'était Barbara qui l'avait découvert et qui m'en avait parlé. Donc je suis hyper contente d'avoir lu ce livre. Merci Barbara pour la recommandation. Le deuxième graphique que je vais vous présenter, je ne sais plus où est-ce que je l'avais vu. Est-ce que c'était sur la chaîne de Alex Bouquin en Prada? Je sais plus trop, je crois pas que c'était elle. Mais je sais que c'était sur une chaîne qui était assez connue. Bon, je sais plus. En tout cas, je sais que je l'ai vu sur une chaîne. Il s'agit de Voleuse de Lucie Brion chez Sarbacane. Cette histoire, c'est l'histoire d'Ella, une jeune lycéenne qui vit sa vie d'étudiante, et en fait elle a le béguin, elle a repéré une jeune fille qui s'appelle Madeleine, qui lui a sacrément tapé dans l'œil, et en fait elle n'arrive pas à se lancer, et au bout d'un moment voilà, il va y avoir une soirée, et ça va être l'occasion pour Ella d'aller à la rencontre, enfin de rencontrer et de pouvoir enfin parler à Madeleine, encouragée évidemment par sa meilleure amie. Ella est très encouragée par sa meilleure amie à concrétiser un petit peu plus l'idée qu'elle se fait de Madeleine. Donc elle finit par aller lui parler, et le lendemain matin, elle se réveille avec une sacrée gueule de bois, et elle se rend compte qu'il y a des affaires dans son appartement, et elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elles font là, et qu'est-ce qui s'est passé, et est-ce que c'est elle qui les a prises ou pas. Bref, on va en découvrir plus sur Ella et sur Madeleine, sur leur histoire. C'est une histoire d'amour entre 2 jeunes filles qui est d'une grande douceur, même s'il y a des sujets qui sont, des fois, il y a un sujet qui est un peu difficile dans le graphique, mais il est abordé avec beaucoup de justesse et de finesse. C'est une histoire que j'ai trouvée hyper sympa. J'ai beaucoup aimé les dessins, mais pas que. Il y a aussi, ça nous plonge vraiment c'est un style très particulier. Il y a des moments où il y a des couleurs plus que d'autres. C'est fait avec beaucoup de subtilité, c'est vraiment très drôle. Moi, j'ai souri plein de fois, parce que j'ai adoré cette lecture, que j'ai trouvée très émouvante, très touchante. C'est une belle histoire d'amour, c'est vrai, mais pas que. C'est aussi une belle histoire d'amitié. Il y a plein de choses qui sont hyper douces et hyper bienveillantes qui sont racontées dans cette histoire, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne connaissais pas le travail de Lucie Brion. Je vous encourage à le découvrir. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous encourage à le lire. Moi, personnellement, c'est un petit coup de cœur. Alors, je dis petit parce que c'est vrai que sur les graphiques, c'est rare que j'ai des énormes coups de cœur, à part pour Lightfall, mais ça reste quand même un coup de cœur par les dessins et par l'histoire. Les 4 livres que j'ai effectués ensuite, les 4 lectures, les 4 livres que j'ai effectués, ça ne veut rien dire, les 4 lectures que j'ai effectuées ensuite m'ont fait partir vers des horizons hyper différents. Donc c'est très drôle de voir, d'avoir mis ces 4 lectures ensemble. Il y en avait une 5e, mais je me suis dit que ça allait faire trop, donc je le mettrai dans un prochain update. Je vais vous présenter un petit peu les lectures comme elles viennent, comme elles viennent dans ma pile. Donc je commence avec celui-ci. J'ai lu le deuxième tome de Whisky, Scone et Chardon de Fiona Scotti Peter.
d'ailleurs chez Cottage Home. Moi, je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition, de la part de l'autrice également. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte. Dans cette histoire, on va toujours suivre notre jeune Alba. Donc Alba, elle, dans le premier tome, c'est un cosy mystery. Dans le premier tome, elle vivait à Paris, où elle vivait une vie où elle n'était pas très heureuse, avec un conjoint avec qui ça se passait moyen. Et puis du jour au lendemain, elle se retrouve sans boulot, sans copain, sans appart. Bref, elle se retrouve larguée de partout. Et elle décide de tout plaquer, de partir vivre en Écosse et de répondre à un appel d'offres. Si mes souvenirs sont bons, et elle va travailler pour un châtelain qui s'appelle Nino, avec qui, voilà, c'est un petit peu en dents de scie, mais très vite on va comprendre qu'il y a quelque chose qui va se nouer entre les personnages. Et dans ce deuxième tome, évidemment, on poursuit l'histoire d'Alba et Nino, et là il va y avoir un meurtre, évidemment, c'est le principe du cosy mystery, quelqu'un va décéder. Et Alba va évidemment enquêter. Alors elle est très proche d'un enquêteur, d'un policier, et elle va mener un petit peu conjointement l'enquête avec lui. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu, il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à du Agatha Raisin dans le fonctionnement d'Alba. C'est une histoire que j'ai bien aimée, que j'ai vraiment bien aimée, parce que je me suis sentie hyper immergée dans cette ambiance écossaise, et c'est marrant parce que j'avais déjà ressenti ça avec le premier tome. Et avec le deuxième tome, je trouve qu'on est bien dedans. C'est vraiment, j'ai pris plaisir à retrouver Alba, j'ai pris plaisir à retrouver les personnes avec qui elle est, les personnages avec qui elle traîne, avec qui elle va plus ou moins enquêter, et c'était vraiment chouette. J'ai hâte de savoir ce que va me réserver la suite, parce que je trouve que ça se lit tout seul. Si jamais vous êtes adepte du cosy mystery, celui-ci correspond, coche toutes les cases, donc n'hésitez pas à y aller. Le premier tome n'est pas trop introductif, parce que souvent dans les premiers tomes on souffre un peu de ça, mais l'autrice va assez vite pour pouvoir nous mettre tout de suite dans l'ambiance, et justement c'est ça qui est bien. Là on retrouve tout de suite Alba avec plaisir, et avec comme je vous disais, avec ses copines d'enquête. J'ai vraiment hâte de lire la suite, et si vous êtes adepte du cosy mystery, celui-ci devrait vous plaire. Je vais continuer ensuite avec une suite de sagas. J'ai lu le 4e tome des Sœurs Grimm. Donc, Crime au pays des fées, les Sœurs Grimm, ce sont ces deux sœurs qui s'appellent Sabrina et Daphné, qui sont deux jeunes filles dont les parents ont disparu, et en fait, elles passent de foyer en foyer. Elles ont une tutrice qui est absolument infecte, enfin une personne des services sociaux qui est absolument infecte avec elles et qui ne les supporte pas, et qui vraiment les met chez les pires foyers possibles et inimaginables. Jusqu'au jour, dans le premier tome, elles vont atterrir dans un foyer chez Mamie Grimm. Je crois que c'est Mamie Relda, il me semble. Bon, bref. Chez une mamie qui va leur dire qu'elle est leur grand-mère, et qui va leur ouvrir la porte d'un univers où, en fait, il y a des personnages des contes de Grimm, alors des personnages de contes, parce que je suis pas sûre que ça se limite au Grimm, mais des personnages de contes qui existent, et qu'il y a tout un monde parallèle. Donc tout cet univers-là s'ouvre à Daphné et à Sabrina. Sabrina, elle a une 12aine d'années, je pense. Daphné, elle est plus jeune. Daphné, elle s'émerveille vachement de ce monde, avec tous ces personnages magiques qu'il peut y avoir, qui existent réellement. En fait, elle est toujours dans cette découverte de « Ah, mais en fait, ce personnage existe ». Sabrina, c'est plus compliqué parce que elle est très absorbée par la disparition de ses parents. Elle pense beaucoup à eux, il lui manque énormément. Elle a envie de les retrouver. Elle fait peser beaucoup de la disparition. Elle fait peser la disparition de ses parents. Enfin, elle fait peser sur le monde magique la disparition de ses parents. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que pour elle, si ses parents n'avaient pas été confrontés à un monde magique, aujourd'hui, ils vivraient tous ensemble dans leur vie new-yorkaise. Daphné, elle est un petit peu plus nuancée, même si elle est plus jeune, elle est pas tout à fait dans le même mood. Dans ce tome-ci, on est toujours dans la continuité de qu'est-ce qui est arrivé aux parents. Je vais pas vous en dire plus. Et il y a toujours, dans chaque tome, c'est centré un petit peu plus sur un personnage. Alors là, oui, on dirait que c'est un personnage, mais je vous dirai pas lequel, parce qu'il y a celui-ci, mais il y en a pas qu'un.
Et Sabrina se détend un petit peu dans ce tome-ci parce que au bout d'un moment, elle finit par être un petit peu plus dans l'acceptation de sa mission au sein de cette famille et ça fait un peu du bien parce que de l'entendre aller tout le temps, je vous avoue que c'était un peu compliqué. Je continuerai cette saga avec plaisir, je l'ai lu en lecture commune avec Barbara. Je pense qu'il doit me rester 2 tomes dans ma pile à lire parce que je les avais achetés en vue de bibliothèque. Et après, il faudra que je passe à la lecture en anglais. Je vous avoue que j'appréhendrai un petit peu parce que je suis une grosse biasse en lecture en anglais, mais que c'était un peu le deal, c'est que je voulais me lancer dans cette saga aussi, enfin je l'ai découvert après, mais quand j'ai découvert qu'elle n'était pas complète, je me suis dit c'est l'occasion justement de me lancer dans la lecture en anglais. Je vais continuer ensuite par une lecture assez atypique, je sais pas si je vais utiliser les bons mots pour en parler, j'espère que je vais en parler correctement, si jamais c'est pas le cas, j'en suis navrée, que ce soit pour l'éditeur parce que l'auteur est décédé depuis longtemps, ou que ce soit pour les personnes qui se sentent concernées, mais je vais quand même me lancer. J'ai lu Lilith de George MacDonald chez Calidor. C'est la collection Âge d'Or. Moi, je l'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition. C'est un livre... Alors, d'abord, l'objet livre. On va juste regarder l'objet livre qui est absolument magnifique, hein, n'est-ce pas? Avec du vernis sélectif. Voilà, vraiment, il est vraiment très, 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 très beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que la collection Âge d'Or de chez Calidor, c'est précisé quelque part, Âge d'Or de la fantaisie, une collection consacrée aux écrivains d'un autre âge, dont on a généralement oublié le nom, mais dont l'influence perdure au sein des plus grandes sagas de l'imaginaire. C'est exactement le cas avec cette lecture. George MacDonald était un pasteur ou un prêtre, je ne sais plus, je vais éviter de dire une bêtise, bref, était un homme religieux, et qui a décidé d'écrire ce livre, qui a inspiré bon nombre d'auteurs, notamment Lewis Carroll, Tolkien et C.S. Lewis, Les Mondes de Narnia. Et c'est vrai qu'on ressent, alors moi j'ai lu que le premier tome de Narnia, mais par contre c'est vrai qu'on ressent toute l'influence qu'il a pu avoir sur ses auteurs. C'est assez marquant, c'est-à-dire que dans cette histoire, on va suivre, je vais prendre les choses dans l'ordre. Dans cette histoire, on va suivre un homme, Monsieur Vane, qui va hériter de la maison de ses parents et qui va aller dans le grenier. Et en fait, il va passer un passage dans le grenier. Et dans ce passage, il va atterrir dans un autre monde. Donc là, on est clairement sur un trope qui a été réutilisé, réutilisé après. Je ne sais pas si Monsieur MacDonald était le premier, mais en tout cas, clairement, il est précurseur de tous les auteurs qu'on connaît qui ont utilisé ce trope-là. Et à partir de ce moment-là, il va aller dans un monde qui est hyper onirique, très spirituel, très particulier, enfin spirituel, très particulier. On est vraiment dans le rêve, dans une ambiance très fantastique, avec des choses assez bizarres et très métaphoriques. Très métaphoriques. Il y a énormément de métaphores. Au début, on va dire, le premier quart surtout, il y a beaucoup de notes de bas de page qui se réfèrent alors religieuses, mais pas que. Moi, je sais que c'est pas forcément quelque chose qui m'attirait, mais vous n'êtes pas obligé de lire les notes de bas de page. Ça n'interfère pas du tout dans la lecture de ne pas les lire. Donc ce côté-là, cet aspect religieux qui pourrait être un petit peu, qui pourrait en bloquer certains de par son choix spirituel, eh bien, ça n'est pas gênant. Donc déjà, c'est important de le savoir. Après, il y a beaucoup, beaucoup de métaphores dans ce livre. Je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses, mais il n'y a pas que des métaphores religieuses. Il n'y a pas un côté, il n'y a pas une bien-pensant, enfin, il n'y a pas ce côté bien-pensant chrétien que j'appréhendais un petit peu. Il n'y a pas non plus le côté écriture qui a très mal vieilli, parce que c'est très bien traduit et c'est très actualisé. Mais ça reste quand même une écriture. Moi, ce que j'ai trouvé perturbant et particulier dans ce livre, c'est pas tout ça. C'est vraiment le côté, c'est hyper perché. Mais alors, c'est hyper, hyper perché. Alors, une fois qu'on se dit, ok, d'accord, on va dans quelque chose de... Bah voilà, on est dans un univers complètement fantastique, vraiment hyper onirique. Et tout, enfin, on part vraiment très loin. À partir du moment où on se laisse porter sur cette barque-là, il n'y a pas de problème. Ça passe tout seul. Il faut juste se dire, ok, ok, là, je lâche prise parce que c'est vraiment ultra perché. Mais... c'est pas... Enfin, c'est marrant parce que ça n'a pas vieilli, quoi. Ça a été vraiment la grosse surprise, ça n'a pas vieilli. Si j'avais lu que ce livre, je pense que ça aurait été une lecture qui aurait été ultra perchée. Ça ne demande pas un effort de lecture très poussé. C'est-à-dire qu'au niveau de l'écriture, on est sur
on n'est pas sur du langage familier, mais on n'est pas sur un langage soutenu qui pourrait être illisible. Pas du tout. C'est vraiment très très accessible. On n'est pas tellement avec le on n'est pas tellement. On est avec le personnage de Lilith, mais on est plutôt sur la moitié du récit avec le personnage de Lilith. Mais voilà, c'était vraiment. Je pense que si vous êtes adepte des classiques de la fantasy, je pense que c'est un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque et qui mérite d'être lu parce qu'il fait partie des bases en fait de ce monde fantastique. Moi personnellement, je suis hyper contente de l'avoir lu justement parce que ça m'a montré ce qui pouvait se faire il y a quand même un petit bout de temps parce que Georges, il a quand même 2024, 1824, il a 200 ans, voilà. Et ben, il est né il y a 200 ans et mais en fait, ça n'a pas trop vieilli. J'allais dire ça n'a pas très bien. Non, c'est pas du tout ça. Ça n'a pas trop vieilli. Ça a hyper bien vieilli justement. Et notamment au niveau de la place des femmes et de la place de l'homme. Eh bien, moi, j'avais peur de quelque chose de très sexiste, mais ça n'est pas du tout le cas. Donc si vous êtes adepte des classiques de la fantasy, je vous encourage à le découvrir. C'est un récit hyper particulier, mais qui reste super intéressant. Je vais terminer cette update par une lecture d'un auteur que j'aime énormément. D'habitude, je lis en lecture commune avec Claire. Il y a une Claire avec qui je lis toujours les Robert Jackson Bennett, et une Claire avec qui je lis toujours les Pete Fromm. Je ne l'ai pas lu avec Claire cette fois-ci. Je l'ai lu en lecture commune avec Barbara et avec Marie, il me semble. Si jamais je me trompe, j'en suis sincèrement navrée. Dans ce livre, donc c'est Chinook, de Pete Fromm chez Gallmeister. Ce livre, c'est un recueil de nouvelles, des nouvelles de Pete Fromm. Pete Fromm, vous savez, c'est cet auteur qui est très dans le nature writing, où il va vraiment nous décrire des grandes plaines avec ses histoires de personnages qui vont traverser des contrées à moitié sauvages. Il y a aussi un petit côté un petit peu polar par moment avec par exemple le lac de nulle part, un côté un petit peu enquête ou roman noir. Il joue un petit peu avec avec différents genres, Pete Fromm. Et dans ce récit, on va suivre, alors je sais pas combien il y en a de nouvelles, je crois qu'il y en a 12, il me semble. Pas du tout, il y en a 16, il y a 16 nouvelles. Dans ce recueil, les 16 nouvelles, on va suivre plein de personnages différents. Il y a des personnages qui m'ont fait penser à d'autres des personnages de ces romans. Alors, il y en a qui m'ont fait penser au lac de nulle part. Il y en a qui m'ont fait penser à Mon désir le plus ardent. Je pense qu'il y a des références à d'autres comme ça. Il y a des nouvelles qui m'ont énormément touchée, mais vraiment. Et il y a des nouvelles qui m'ont pas du tout touchée. Typiquement, je sais que la nouvelle sur le maïs, je ne sais plus comment elle s'appelle. Serpent? Non, c'est pas ça. Il y en a une sur du maïs qui m'a... Mais c'est incroyable, je pensais qu'elle s'appelait maïs. Bref, sur un champ de maïs, qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et puis, il y en a qui m'ont... il y en a qui m'ont quasiment... qui m'ont pas fait grand-chose. Je sais que quand je l'ai commencé, je venais de sortir d'une lecture un petit peu dans le même style et ça m'a permis de faire une transition. Pete Fromm reste un auteur que j'aime énormément, dont j'aime énormément la plume. Je suis hyper contente d'avoir découvert un nouvel ouvrage, et pas nouveau, mais un ouvrage de cet auteur. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez tout. Moi, j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une bonne partie et je vous encourage à les découvrir. L'avantage avec les nouvelles, c'est qu'on en lit une, on lit autre chose, on en lit une, on en lit autre chose, on en lit une, on fait autre chose. Bref, on peut venir piocher comme ça. Des fois, j'aime bien être dans un mood où je lis des nouvelles, des fois, j'aime pas. Et plus ça va, plus j'aime bien, en fait, parce que c'est un format qui me plaît et qui, je trouve, n'est pas contraignant, justement parce qu'on se plonge dedans. Surtout, dans ces nouvelles-là, on est plongé tout de suite avec le personnage. C'est incroyable parce que y a des nouvelles où elles font une dizaine de pages et on arrive à avoir énormément d'empathie sur un nombre de pages aussi limité. Donc, je trouve que l'auteur est extrêmement fort. Bref, j'ai adoré ce recueil de nouvelles de Bon ben voilà, c'en est tout pour cette update lecture. Comme d'habitude, il était fourni... Oui, il me manque celle avec les souris, elle est sur le côté. Il était fourni de lectures très différentes, comme je vous disais en début d'update. Voilà, on est parti. Je suis partie sur 4 styles complètement différents, puisqu'on est sur du cozy mystery, du fantastique, du nature writing et du jeunesse. Et c'est vrai que voilà, ça permet de varier comme ça. Des fois, j'aime pas du tout et des fois, ça me permet de ne pas du tout me lasser de mes lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si une de ces lectures, si vous avez effectué une de ces lectures ou si une de ces lectures vous a plu ou vous donne envie. J'espère avoir parlé correctement de tous les livres. C'est toujours un petit peu mon problème
de me poser cette question. Mais en tout cas, j'espère que vous, ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour que je puisse savoir si ça vous plaît ou pas, parce que sinon, j'ai pas forcément d'autres possibilités de le savoir. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!